Il y a 2 ans, après le premier épisode de podcast tourné avec Charles Le Ménestrel, repreneur de la marque Oleg & Weiss, sa passion et la sincérité de ses propos m'avaient tellement touché qu'à l'issue de cette rencontre, je lui avais commandé une montre. Après hésitation, mon choix s'était porté sur la fameuse OW Oceanograph, une plongeuse à part, digne héritière d'une montre légendaire, l'iconique Caribbean 1000. Or maintenant, c'est l'heure du bilan. Bilan de 2 années pendant lesquelles j'ai beaucoup porté cette montre. Qu'est-ce qui à l'époque m'avait poussé à prendre ce modèle en particulier? Et surtout, qu'est-ce que j'en pense 2 ans après, une fois la lune de miel passée? Quelles sont ses qualités, mais aussi ses points à améliorer? En bref, est-ce que je la rachèterai encore aujourd'hui? D'autant qu'OW vient de sortir l'Oceanograph Mark II, une version modifiée et bonifiée de cette montre déjà plutôt bien née. Donc une occasion rêvée de les comparer et de dire en toute connaissance de cause si la nouvelle fait mieux que l'ancienne. Qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'apporte-t-elle de plus? Et surtout, est-ce une simple évolution ou une refonte complète? Je sais que vous êtes nombreux à vous pencher sur les OW, donc ça devrait vous intéresser. Mais dans cet épisode, en plus de tester cette nouvelle Oceanograph, je vous propose de revenir sur les origines de ce modèle et de vérifier si l'ADN est toujours bien respecté. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur DMV, j'espère que vous allez pour le mieux. Sachez tout d'abord que cet épisode est comme d'habitude disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast, mais également en version vidéo sur ma chaîne YouTube Démontrez-vous. Si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien louper et pour aider DMV à progresser. Allez, passons directement à l'essai comparatif de la nouvelle OW Oceanograph. C'est parti! Tout commence en 1964, avec un record, une étanchéité de 1000 mètres. Une prouesse pour l'époque, quand on sait que Rolex ou encore Omega proposaient des montres dotées d'une étanchéité de, seulement entre guillemets bien sûr, 300 mètres. Derrière cet exploit, un boîtier dit monobloc, ultra technique et doté du Triple Safe, le fameux boîtier fabriqué par Jenny. Jenny, c'est une petite entreprise familiale, basée à Langnau en Suisse, et qui fabriquait, produisait et assemblait des montres de plongée pour le compte d'autres marques horlogères suisses. À l'époque, Jenny venait de développer un boîtier dit monobloc, donc usiné dans un seul bloc, comme son nom l'indique, avec un fond intégré. Une idée simple, mais redoutablement ingénieuse. Le fond de boîte vissé étant à l'époque un des éléments les plus vulnérables aux infiltrations d'eau. Mais en fait, pourquoi l'appelait-on Triple Safe? Tout d'abord parce que, comme dit plus haut, le boîtier était monobloc. En second, la couronne vissée était renforcée à double joint torique. Et en troisième, le verre, le plexi devrais-je dire, était scellé quant à lui par compression avec triple joint. Cette montre, ils l'ont appelée à l'époque la Caribbean 1000 pour 1000 mètres d'étanchéité, une première mondiale à l'époque. Il ne manquait plus qu'à trouver une marque pour distribuer cette montre, même si l'on sait que Jenny la commercialisa également sous son propre nom. Oleg & Weiss, avec qui la marque travaillait déjà, eut vite fait d'accepter ce partenariat gagnant-gagnant. OW s'était déjà fait une solide réputation dans le secteur de la montre de plongée, robuste et fiable. C'était donc un moyen rapide et efficace de faire connaître ce modèle auprès des professionnels de la plongée. La Caribbean fut donc lancée en 1964, dotée de ce fameux boîtier monobloc surmonté d'un plexi, tenez-vous bien, de 5 mm d'épaisseur. S'en est suivi une version Caribbean 1000 Oceanograph qui était dotée d'une lunette de décompression en lieu et place de la lunette minute standard. Mais revenons à notre époque. 2017, Charles Le Ménestrel, passionné et collectionneur de longue date d'Oleg & Weiss, reprend la marque. D'ailleurs, je vous invite à écouter les épisodes que j'ai fait avec lui, dont le premier, qui est un épisode de podcast non filmé, qui a un peu plus de 2 ans justement, qui est très intéressant et qui raconte tout son parcours, mais également l'histoire d'Oleg & Weiss. Écoutez ça, ça va vous passionner si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je reprends mon histoire. 2017, disais-je, Charles Ménestrel reprend la marque et souhaite relancer Oleg & Weiss, mais sous certaines conditions. Tout d'abord, conserver l'ADN montre-outil robuste et fiable. En clair, ne pas travestir la marque, mais bien la respecter pour ce qu'elle fut. Mais également proposer des montres d'inspiration vintage, mais sans tomber dans le cliché de l'exhumation pure et dure. En clair, elles affichent des codes faisant écho à leurs aînés, mais on ne doit pas les confondre avec ces dernières. Et ça change tout. Aux alentours de 2022, si ma mémoire est bonne, après quelques lancements, l'Oceanograph fait son apparition au catalogue de la marque. S'inscrivant comme la digne héritière de la Caribbean 1000 Oceanograph, offrant à son tour une étanchéité de 1000 mètres, avec son boîtier de seulement 39,5 mm. Et ce, toujours sans valve à hélium. La verrue des Seamaster modernes. Allez hop, ça, c'est gratos. On n'est pas là sur un boîtier monobloc, mais bien un boîtier d'une épaisseur renforcée de 15,8 mm, doté d'un fond de boîte ultra résistant. Et croyez-moi, faire une montre de 39,5 mm avec une étanchéité de 1000 mètres a demandé beaucoup de travail. Et s'il y a bien une chose que j'adore chez OW, c'est cette robustesse qui se voit, qui se ressent à l'instant même où on la passe au poignet. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé une OW, on ressent cette robustesse dès qu'on la met au poignet.
C'est vraiment une montre à part. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle est devenue, dans la grande majorité des cas, ma montre à tout faire pour toutes les situations quand j'ai pas envie de m'en soucier, pas envie de me prendre la tête à savoir si elle va prendre des coups. Voyage, sortie, où elle va être exposée en immersion, etc. Elle me suit sans broncher et sans que les coups se voient. Sauf peut-être, sur la boucle, qui témoigne quand même d'une utilisation intensive. Ah, je vous avais dit que je la portais pour faire du sale. D'ailleurs, cette qualité se ressent même au poids. La mienne fait 165 grammes une fois réglée à ma taille. Donc beau bébé quand même, hein. Et je sais pas pour vous, mais je dois dire que j'aime bien alterner entre montre légère, ma Picobello Titane par exemple qui fait 67 grammes je crois de mémoire, et montre que je sens clairement au poignet. C'est une sensation que j'aime beaucoup. J'avais déjà eu le cas et j'aimais bien ça quand j'avais à l'époque mes Planète Océan, quand j'ai eu ma folie Planète Océan. Dans les années 2010, les montres faisaient pareil entre 160 et 180 grammes. Et c'est ça le vrai plaisir quand on est amateur ou collectionneur, c'est de pouvoir alterner avec des montres très différentes entre elles, de la montre légère, la montre lourde, la montre plus grosse, plus fine, etc. Je vous conseille vraiment d'avoir une collection très hétérogène. C'est là le vrai plaisir. Et c'est là qu'on redécouvre ces pièces à chaque fois qu'on les remet. Le boîtier est donc vraiment très reconnaissable par sa forme caractéristique qui est devenue un des éléments de la signature visuelle d'EW. Il est ultra robuste et sans fioriture, entièrement brossé, sans zone polie, sans chanfrein et étampé en Suisse, ce qui est important. Il fait 39,5 mm et son corne à corne est presque de 50 mm. Mais ne vous y trompez pas, il reste vraiment très portable pour la plupart des poignées et puis ça fait partie de son charme, de son ADN. Elle est facile à porter, notamment grâce à son fond relativement plat, gravé et qui respire la qualité. Mais passons désormais sur ce cadran qui fait, avec la lunette, selon moi, l'essentiel de la personnalité de l'Oceanograph. D'ailleurs, ce dernier sur la Mark II a conservé cette couleur vraiment très caractéristique du modèle. En effet, Charles m'avait confié qu'il avait effectué de multiples essais avant d'arriver à ce résultat. Une espèce de bleu-gris mat aux tonalités militaires, pas flashy. On ne le voit nulle part ailleurs et c'est précisément ça qui m'avait fait opter pour cette montre. À l'époque, je me souviens que j'avais hésité avec la C1000, mais des plongeuses noires avec une lunette noire, j'en ai déjà et je voulais vraiment, justement, une pièce à part dans ma collection. Le cadran, au passage, est lui aussi réalisé et fini en Suisse, comme énormément de pièces de cette montre. Parmi les évolutions entre les deux modèles, il est à noter la date, qui est passée d'un fond blanc typo noir à un fond bleu typo blanche, renforçant l'unité visuelle du cadran. C'est peut-être un détail, mais ça permet de réconcilier les teams date et sans date, cette dernière devenant plus discrète, mieux intégrée, alors qu'elle est quand même là. Ce bleu qui fait un contraste subtil avec les index devenus blanc cassé. Alors, Charles insiste beaucoup, et quand on en parle, c'est pas blanc, c'est une espèce de blanc cassé. Vous regardez, c'est très subtil. Oui, les cardinaux étaient à l'époque orange sur la Mark I. Comme les aiguilles, ils sont brossés, et vous ne verrez jamais de poli, de surface brillante dans une EW. Et ça renforce tout ça le sentiment de qualité perçue, je trouve, et de sérieux. Un petit peu comme ce qu'on peut voir chez Zinn, par exemple. Vous remarquerez également que la littérature de cadran a été modifiée, tant sur le fond que sur la forme. Exit le nom marqué à 3 heures, typique des premières séries des années 2020. On revient là à une plus grande uniformité avec le reste de la gamme, mais aussi avec son aîné. Ah oui, et désormais, les index intermédiaires sont eux aussi garnis de Luminova. Les aiguilles et la trotteuse, quant à elles, restent orange, mais un orange plus vif et peut-être plus contemporain. Ça contraste bien, c'est très lisible. Mais un des plus gros changements sur cette Oceanograph réside en la refonte complète des informations visibles sur la lunette. En effet, on passe d'une lunette qui affichait des temps de décompression assez illisibles, je dois dire. Davantage là pour faire un clin d'œil assumé à la Caribbean d'époque que pour réellement servir au quotidien. Et bien là, c'est différent. Tout peut réellement être utilisé sur la lunette de la Mark II. Et d'ailleurs, ayant possédé plusieurs bateaux sur le bassin pendant de nombreuses années, à l'époque, j'aurais adoré avoir une de ces fonctionnalités, à savoir l'indication des marées. On a donc sur cette nouvelle lunette 4 fonctions. 1. Le suivi des marées. Ça, c'est vraiment cool. 2. Une indication pouvant servir de GMT. C'est très utile. 3. Une fonction Top Time, donc compte à rebours. Et 4. Une fonction échelle de plongée de 20 minutes. Et ça, c'est déjà beaucoup plus lisible que sur ma Mark I. Sans compter que ça peut enfin servir. Merci OW. Apparemment, l'équipe s'est vraiment cassé la tête pour rendre cette lunette aussi lisible et fonctionnelle. Sa conception a d'ailleurs été réalisée avec le concours de Siri Osvold, une apnéiste norvégienne. Ceci explique cela. À l'instar de son aîné, elle est toujours en verre minéral. Cette lunette est toujours en verre minéral. Volonté de la marque de conserver un éclat plus vintage que ce que l'on obtiendrait avec du saphir. Ça fait un peu bakélite d'aspect. Aussi, le fait qu'elle soit moins chargée d'informations et dotée de plus de blanc la rend plus claire, plus lumineuse, plus contemporaine. Donc là, sans hésitation, avantage Mark II.
Le verre, quant à lui, est bien entendu un verre saphir avec traitement anti-reflet, un genre de super dôme ultra épais qui contribue énormément au look unique de cette montre. Franchement, je me demande si c'est pas ce que je préfère sur cette Oceanograph. Et tout ça, ça me rappelle les super dômes des Rolex Vintage et accessoirement, bien sûr, le super dôme de la Caribbean 1000. Très sincèrement, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je trouve que la somme de toutes ces petites choses mises bout à bout rend terriblement attachante cette pièce à part dans le catalogue OW. Et surtout, je trouve que ça permet d'éviter le double emploi dans une collection. Clairement, vous pouvez pas me dire qu'elle ressemble à une pièce que vous ayez déjà dans votre collection. C'est pas possible. À noter que la montre, désormais, la Mark II, est dispo en version Koske ou non Koske, au choix. La non Koske est déjà très bien réglée. Auparavant dotée d'un état 28-24, comme sur la mienne, elle est désormais motorisée par un Soprod Newton P092. La couronne est gravée OW sur les non Koske avec le logo et frappée de la croix suisse avec l'acronyme KOSK pour les autres. Au passage, quel kiff, quel bonheur cette préhension de couronne. Je crois que c'est vraiment un des trucs que je préfère sur les OW. Essayez un jour, quand vous touchez cette couronne, c'est incroyable. C'est tellement satisfaisant à manipuler. Dispo d'origine sur son perlon avec la possibilité de rajouter soit un bracelet d'expédition en caoutchouc dit Frogman, possédant une foultitude d'informations, utile à tout bon explorateur, ou à n'importe qui d'ailleurs, conçu avec Dylan Trekking il me semble. Ou encore un bracelet acier maille milanaise, brossé à la main et aux extrémités renforcées. C'est moins ma came personnellement, mais franchement, on voit que c'est du solide. Et enfin, mon préféré, celui avec lequel je porte mon Oceanograph à 80% du temps, le fameux bracelet grainerie ultra robuste. Et tout récemment, amélioré au niveau de la boucle, il s'est affiné et offre désormais un micro-réglage. Et là, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus quali, tant visuellement qu'à l'utilisation. C'est très quali, même la gravure est plus belle qu'avant. Regardez l'ancienne et la nouvelle boucle, et franchement, il n'y a pas photo. Je trouvais que la boucle ancienne, finalement, n'était pas au niveau de la montre. Maintenant, tout est aligné. Bon, là, vous voyez bien que ma boucle a vécu. Charles m'a confié en off qu'il l'avait testé en roulant dessus et en la faisant tomber de plusieurs étages. Donc si un jour, lorsque vous marchez dans la rue, vous prenez une boucle OW sur la tronche, c'est juste Charles qui fait des tests. Normal. Ce bracelet est désormais muni de tiges classiques pour le régler donc au niveau des maillons et non vissé. Quand je vous dis que c'est le retour et que c'est une grosse tendance, à chaque fois que je parle d'une marque, tous reviennent à des tiges comme ça et non des tiges filetées. Franchement, c'est tellement plus simple à mettre à la taille que les vis qui sont souvent compliquées à retirer parce que souvent ils mettent du frein filet pour éviter que ça parte, ce qui fait qu'on n'arrive pas à dévisser, c'est difficile. Et qu'est-ce qui se passe ? Qui n'a pas une fois dans sa vie abîmé des têtes de vis de son bracelet neuf en mettant à taille? Qui ne l'a pas fait? Franchement, tout le monde a eu ça. Côté packaging, on est passé du simple coussin que j'avais vu moi pour la Mark I à un étui de voyage en cuir noir de très belle qualité. Ça, franchement, j'adore. Un peu du style de celui que j'offre dans mes sélections vintage, ça permet justement, comme je le dis à chaque fois, d'emmener une de vos montres en plus de celle que vous portez lors de vos voyages, lors de vos week-ends. Et ça, je trouve que c'est vraiment le petit truc qui fait la différence. Et toujours cette surboîte en carton, façon paquet d'envoi vintage, faisant un joli clin d'œil au passé de la marque sur le plan de la vente par correspondance, parce que je vous rappelle que cette marque était pionnière dans la vente par correspondance. Les prix de cette Oceanograph démarrent à partir de 2035 €, livraison comprise, garantie 3 ans. Et ces prix varient selon que vous preniez la version non Koske, Koske et selon les bracelets que vous mettez additionnellement. Plus d'infos sur ow-watch.com. Pour résumer et répondre aux questions posées en début d'épisode, est-ce que cette Mark II apporte réellement quelque chose de plus que sa devancière ? Franchement, incontestablement, oui. Par 4 éléments principaux selon moi. La lunette, la date bleue, la possibilité de prendre une version Koske et cette nouvelle boucle beaucoup plus alignée avec la montre. Rien que pour ça, je pourrais changer ma Mark I pour ma Mark II. Mais vous me connaissez, je suis un sentimental, j'ai tellement fait de choses avec mon Oceanograph depuis 2 ans que franchement, je vais sagement garder la mienne. Je dois cependant avouer que cette Mark II apporte vraiment beaucoup de petites améliorations qui, mises bout à bout, constituent une véritable nouveauté. Donc franchement, joli tour de force de la part de l'équipe d'OW de proposer une montre dont l'aspect visuel reste très proche de l'Oceanograph Mark I. Tout est là, l'ADN est là, mais tout en la modifiant en profondeur parce que finalement, c'est pas le même calibre. C'est pas le même dateur, c'est pas le même cadran, c'est pas les mêmes inscriptions, c'est pas la même lunette, c'est pas le même bracelet. Il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que cette montre vous parle ? Et comment trouvez-vous ces évolutions ? Et est-ce que vous seriez prêt à craquer pour une Oceanograph Mark II ? Dites-le moi en commentaire de cette vidéo et dites-moi si je dois mettre ma Mark I dans la boîte pour retour à la marque à la place de l'exemplaire de démo. Est-ce que vous croyez qu'ils vont s'en rendre compte ? Voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, noter, commenter et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des épisodes. À partir de la semaine prochaine et pour les 2 prochains, on revient sur du format un petit peu plus long, format podcast, avec des choses très très cool.
Et encore une fois, je le répète à chaque fois, mais vraiment, 1000 merci pour toutes vos contributions, marques de soutien, messages, ça me vraiment droit au cœur. Encore une fois, je sais que je mets du temps à répondre, mais vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. En fait, si je voulais répondre à tous vos messages tout le temps, je ne ferais que ça toute la journée. Donc j'essaye de le faire au fur et à mesure. Et je veux surtout vous mettre un point d'honneur à vous faire une véritable réponse et non pas un smiley ou un OK ou un merci. Donc moi en revanche, je vous remercie vraiment pour les messages. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça. Pour m'envoyer les messages, comme d'habitude, adresse mail contact@démontrez-vous.com ou DM via le compte Insta Démontrez-vous. Je reçois les deux, je lis les deux et je réponds par les deux. Et maintenant, comme chaque semaine, voici venu le temps de notre adage. Encore un adage qui va vraiment bien avec l'épisode. Mais écoutez plutôt. Les révolutions ne sont que des accélérations de l'évolution. Émile de Girardin. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h. Et surtout, d'ici là et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!